Dans un univers où l'argent est maître et roi et que le rendement est le seul but à atteindre, quelle place donne-t-on à nos jeunes entrepreneurs qui désirent faire de leur idée une source de revenus et de profits éventuels avec toute la bonne volonté et le labeur requis? S'il est reconnu que notre créativité fait partie de nos 7 traits identitaires, selon le livre Le Code Québec, duquel nous discutions sur ce même plateau le mois dernier, et que nos idées originales et innovatrices dans divers domaines font leur marque et remportent du succès à l'étranger, en quoi les institutions financières seraient-elles perdantes de délier les cordons de leur bourse, quitte à prendre une part de risque? Bref, nous osons la question suivante. Pourquoi les institutions ne font pas confiance aux jeunes entrepreneurs? Pour tenter de répondre à cette question, 2 invités qui ont eu leur lot d'obstacles pour démarrer leur entreprise et une 3e invitée qui tente de contrer ces obstacles pour encourager l'entrepreneuriat. Éric Veilleux, président-directeur général de Mérix, entreprise qui œuvre dans le développement de logiciels de gestion utilisés principalement par des spécialistes en santé, sécurité, environnement et en ressources humaines. Annie-Claude Armstrong, cofondatrice de Neurochrono, entreprise qui offre des services où l'activité physique et cérébrale sont au centre de chacun des événements. Et Sylvie Bolduc, directrice générale de la Société d'aide au développement des collectivités des Laurentides, la SADC. Mon nom est Martine Laval et je vous invite à demeurer à l'écoute de cette émission d'À vous la parole. Lors du démarrage de votre entreprise, vous avez rencontré des obstacles. Alors moi, j'aimerais bien entendre quels ont été les obstacles rencontrés et les arguments qu'on vous a servi pour ne pas vous financer tel que vous l'auriez désiré. Est-ce que M. Éric Veilleux de Mérix, vous voulez commencer? Oui, il n'y a pas de problème. Je peux raconter notre histoire qui date déjà quand même de 18 ans. Nous, c'est sûr, quand on a démarré l'entreprise, on n'était pas informaticien de formation et on démarrait une entreprise dans le domaine du logiciel. Donc, en partant, ça, quand on rencontrait les gens, c'était un petit peu troublant d'essayer de démarrer une entreprise dont tu n'as pas eu la formation académique ou nécessairement l'expérience. Par contre, on était très, très familier dans le domaine de l'informatique pour avoir grandi avec ça. Je suis de la génération là, des Coleco et des Atari, donc on avait quand même une notion de base qui était assez grande pour pouvoir se lancer dans ce milieu-là. Et c'est ça, quand on a présenté notre plan d'affaires et on a rencontré les différentes institutions, évidemment, on a eu des fins de non-recevoir à plusieurs égards. Et principalement, l'argument qui revenait souvent, c'est que c'est sûr que quand on a un produit à vendre comme un logiciel, il faut le développer. Donc, il faut avoir de l'argent pour développer ça. Et là, on n'avait pas le logiciel, donc on n'avait pas rien de tangible au niveau de la valeur monétaire. Donc, c'était pas monétisable, c'était sur papier, c'était un projet. Et l'autre chose aussi banale que ça pouvait paraître, quand on a été faire évaluer notre application ou notre projet, on nous a dit la première raison qu'ils nous ont donnée, c'était le nom de notre entreprise, Mérix, qui sonnait pas comme à l'époque, en 99, comme un Microsoft pour software ou un logiciel du Nord. Ou, il n'y avait pas de nom à connotation, ce qui faisait en sorte qu'on était voué à l'échec par rapport au nom, au branding de l'entreprise. D'après les institutions financières, c'était leur argument. Définitivement, c'était leur principal argument pour dire que notre projet ne tenait pas la route. Ouais. Et mis à part cet argument-là, évidemment, les arguments qu'on vous a servis, vous étiez pourtant dans une période, en 99,
où ça explosait, cette industrie-là. Effectivement, on était dans la plaine de la bulle techno, dans l'ère Nortel Networks, qui était d'ailleurs notre premier client, notre client de lancement. Donc, tout le monde parlait d'informatique à cette époque-là. Mais encore là, au Québec, comparativement à ailleurs, au niveau des succès, bien, il y avait peu d'argent disponible. Et les banques, je pense que les banquiers ou les institutions financières n'avaient pas suivi la parade technologique à ce niveau-là, dans ces années-là. On était en retard sur ce qui pouvait se faire ailleurs. Merci. Vous, Annie-Claude, vous avez une entreprise qui s'appelle Neurochrono. Vous avez également rencontré des obstacles. Quels ont-ils été? Je dirais la principale obstacle, c'est notre âge. On est encore une entreprise en démarrage. En fait, ça fait même pas un an qu'on est en opération. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet, mais ça fait à peine un an que les activités ont commencé. Et notre âge, nos dettes étudiantes, dans le fond, la solvabilité, c'est un gros obstacle pour les institutions financières. Il y a aussi la nouveauté, vu qu'on est une entreprise qui est unique. On est allé chercher les brevets et tout. Et comme il ne peut pas avoir de comparatif, ils ne peuvent pas se baser sur rien pour voir le rendement de l'entreprise. Dans le fond, ça aussi, c'était un gros obstacle pour eux. Pourtant, vous êtes quand même dans un domaine recherché, qui est quand même, bon, l'exercice physique, travailler ses neurones, etc. Mais ça ne sert pas de... Ce n'est pas un argument valable pour... Non, c'est ça. Puis beaucoup, il y a un engouement aussi pour l'activité physique de nos jours. Et les courses, on les voit augmenter de plus en plus. On pense au triathlon, les courses pour le cancer, des marathons, etc. Il y en a de plus en plus. Notre concept, c'est sûr qu'il est unique. Le Ironman, même? Oui, l'Ironman. Notre concept, c'est sûr qu'il est unique, mais encore là, j'irais dans la même optique qu'Éric, c'est pas quelque chose qui est tangible parce que, justement, on travaille le cerveau. Donc, les résultats, c'est pas immédiat. Puis les gens, c'est difficile de démontrer, dans le fond, le résultat de tout ça. Donc, pour eux, c'était quelque chose qui est difficile, qui les bloquait. Est-ce que ça vous a donné envie de lâcher prise, de laisser aller, d'abandonner? Est-ce que ça vous décourage? Non. Dans le fond, il y a tout le temps des solutions. C'est sûr que c'est plus décourageant parce que je trouve que ça n'encourage pas l'entrepreneuriat. Ça, de ce côté-là, c'est plus décourageant. Mais moi, je crois vraiment, dans le fond, à mon projet, puis je vais trouver une façon de financer. C'est juste que ça ralentit le processus. Ça retarde aussi votre démarrage. Vous, M. Veilleux, par contre, ça n'a pas l'air à vous avoir freiné, vu que depuis 1999, ça fait quand même quelques années que ça fonctionne. Oui. Mais est-ce que ces bâtons dans les roues que vous avez eus, est-ce que ça a freiné l'élan? Est-ce que ça vous a beaucoup ralenti? Définitivement, oui. Je pense même encore aujourd'hui, ça ralentit le développement de l'entreprise. Si on compare avec la compétition québécoise, canadienne ou même américaine, on est dans 3 lignes complètement différentes. Là. Et je pourrais dire que notre ligne au Québec, c'est pas la ligne nationale, là, loin de là. Et puis on le vit encore présentement. Donc c'est un peu triste. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par les gouvernements pour inciter les entreprises dans des créneaux spécifiques. On parle aux jeux vidéo, ce genre de choses-là, mais dans l'industrie du logiciel traditionnel comme nous, on est, je ne dirais pas qu'on est personne non grata, mais c'est pas là où on va voir les plus grands investissements de disponibles. Donc oui, ça nous nuit. Oui, il n'y a pas une espèce de vision qui pourrait venir aider le fait qu'au Québec, je pense qu'on est des créateurs exemplaires de solutions informatiques et autres. Dit-on, oui, en effet. Ouais. On ne verra jamais au Québec un genre un entrepreneur à la Facebook, où la personne a créé quelque chose qui, au début, si on se ramène au début, il fallait avoir une très bonne vision de l'avenir pour savoir que ça allait être rentable, ce genre d'entreprise-là, alors que c'est un réseau social. Présentement, c'est un réseau social qui vaut énormément d'argent, mais les premiers qui ont investi, jamais qu'un jour on aurait pu voir un genre de Facebook décoller ici au Québec. Et c'est la même chose, malheureusement, pour nos entreprises comme la mienne, où on innove à chaque jour, mais avec peu de ressources. Avec des moyens restreints. Ouais. Je dirais même aussi que ça pousse les entrepreneurs à peut-être aller ailleurs. Donc, ça l'amène pas à l'économie d'ici.
parce qu'on n'est pas encouragé, donc on va aller chercher ailleurs. Comme M. disait, pour les États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Justement, les personnes qui ont mis de l'investissement pour les compagnies comme Facebook, Twitter, etc., ils étaient prêts à perdre leur investissement, mais ils ont tout donné. Puis maintenant, ils étaient prêts à perdre des millions pour faire des milliards. Finalement, ils ont fait des milliards. Mais vous, particulièrement, Annie-Claude, comment est-ce que vous vous retournez dans cette situation-là? Vous voulez la voir naître, enfin, elle est née, cette entreprise, mais vous voulez la voir rentable, vous voulez la voir s'ouvrir sur le monde. Et comment faites-vous? Vous vous êtes retourné de quelle manière si vous n'avez pas le financement? Que devez-vous faire? On travaille. On a 2, 3 jobs. On s'autofinance. Les personnes aussi dans notre entourage qui croient en nous, qui nous aident. Je pense à nos conjoints, nos parents, etc., qui, dans le fond, qui parlent de notre projet, qui invitent les gens à participer. On va chercher notre financement par notre entourage, notre réseau. Que vous avez de la chance d'avoir, mais si vous ne l'aviez pas... c'est très, très difficile. Ce serait très difficile. Est-ce qu'à ce moment-là, le fait de devoir aller pêcher à droite et à gauche, et puis travailler vous-même aussi, j'imagine, dans une autre discipline, dans quelque chose qui peut vous rapporter des sous. Donc, pendant ce temps-là, l'énergie, elle se met... Exactement. Où? Pas dans l'entreprise. Exactement. C'est pour ça, dans le fond, que ça ralentit beaucoup le processus, c'est qu'on fait peut-être 20 dans l'entreprise, 80 ailleurs pour pouvoir financer cette entreprise-là. Donc, c'est vraiment dommage, en fait, de... Ça ne sert pas la cause. Exact. De mettre juste 20 Exact. Oui. C'est sûrement un des facteurs qui fait qu'il n'y a pas de financement. Oui, il y avait aussi il y avait aussi des points qui disaient que souvent les entrepreneurs, par exemple, que ça faisait quand même un petit bout de temps qu'ils étaient dans leur entreprise, ils étaient obligés de vendre des parts pour faire l'argent. Mais encore là, ils perdent du pouvoir. L'idée de l'entreprise n'est plus nécessairement la même parce que c'est pas 100 l'actionnaire qui fait partie de ça. Donc... Vous, M. Veilleux, qui êtes dans votre entreprise quand même depuis de nombreuses années maintenant, est-ce que ça vous a donné l'envie, à un moment donné, d'aller ailleurs, de prendre votre entreprise et de l'emmener carrément ailleurs où on entend que c'est utile, qu'elle est utile et qu'elle pourrait être rentable? C'est drôle que vous me posez cette question-là, parce qu'on est dans cette réflexion-là présentement. Avec ce qu'on voit dans le milieu de l'informatique, on voit au niveau des investissements, on voit au niveau de notre compétition, on trouve que c'est sûr qu'on est les David contre Goliath, mais l'histoire finit pas tout le temps parce que David gagne. Et c'est ce qu'on veut pas vivre, parce que ça fait quand même 18 ans qu'on bâtit. Je suis une personne de région, je viens d'une région. L'informatique, c'est ça qui est beau. On peut travailler en région et rendre. On est dans 26 pays présentement et tout ça est fait à partir de Piémont. Ça serait dommage pour des questions de financement ou de fonds qui ne sont pas disponibles pour aider notre entreprise à conquérir les marchés, d'être obligé de s'expatrier. Mais on le voit tous les jours et c'est quelque chose que, comme entrepreneur, je ne peux pas balayer en dessous du tapis. C'est de quoi qu'il faut qu'on regarde et qu'on analyse parce que notre but, dans le fond, c'est la pérennité de l'entreprise. Fait que, oui. Pourtant, vous avez une historique maintenant. Vous avez une historique de succès même, puisque vous êtes dans plusieurs pays. Est-ce que vous êtes retourné voir des institutions financières qui pourraient vous permettre d'aller plus loin maintenant, ou bien vous n'avez pas fait la démarche ou vous n'êtes pas intéressé? J'ai pas eu à aller voir. Contrairement à ce qu'on voit au Québec, nous, on est obligé d'appeler notre banquier ou d'appeler notre institution financière pour avoir de l'argent. Je prends le côté américain, puis il n'y a pas... Je veux dire, c'est complètement différent. C'est eux qui nous approchent. Et quand tu vas rencontrer un investisseur américain ou une banque américaine, contrairement encore au Québec, quand tu sors de ton repas, parce que tu as dîné avec, c'est eux qui payent la facture, tandis qu'ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le banquier devrait te percevoir comme un client, alors que ce n'est pas le cas, parce que tu payes son lunch. Donc, dans ce sens-ci, ça inverse le rôle. C'est-à-dire que tu deviens comme un quêteux. Il ne te perçoit pas comme un client. Moi, quand je veux rencontrer un client, je l'amène, je veux lui parler, je veux l'intéresser, je vais tout faire pour avoir une relation. Mais un banquier, c'est l'inverse. Puis ça, j'ai pas vu ça ailleurs. En tout cas, j'ai pas vu ça aux États-Unis. Et ça, ça explique, en gros, un peu un des problèmes qu'on a au niveau du financement, la perception du banquier en lien avec un entrepreneur. Il y en a un qui voit à long terme, l'autre voit à court terme. Les rendements qu'il doit à ses actionnaires, les milliards qu'il engrange de profit annuellement, mais c'est du court terme. Une entreprise qui démarre,
faut qu'elle a tout à bâtir pour arriver justement à un moment donné à avoir cette espérance-là de faire des profits. Mais c'est pas ce qu'on voit présentement. Donc, tout de suite après la pause, nous allons venir voir l'autre côté de la médaille avec Mme Bolduc. À tout de suite. Madame Sylvie Bolduc, vous pensez quoi des banques? Quelle est votre opinion sur l'attitude des banques et du fait d'être client? En fait, ce que j'ai entendu de nos deux entrepreneurs, c'est tellement vrai. Je l'ai vécu, on rencontre, nous autres, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs à chaque année. Et puis, j'ai été moi-même entrepreneur, je l'ai vécu. Et puis, tout à fait, oui, la relation entre l'entrepreneur et le banquier a peut-être intérêt à être vue d'une autre façon. Ce que Éric disait, que l'entrepreneur devrait se considérer comme un client et d'un potentiel d'affaires quand même assez important. Combien de fois que nous autres, nous-mêmes, on a eu à conseiller des entrepreneurs en leur disant, écoute, tu t'en vas pas quêter, là. Quand tu vas à la banque, là, tu es le client et tu es quelqu'un d'important et tu lui donnes une occasion d'affaires. Et le directeur de compte, pour lui, c'est important, là, parce que c'est son portefeuille doit prendre de l'ampleur. Donc, tu es un potentiel pour lui. Donc, arrive sur un autre... Arrive confiant. Arrive confiant quand tu es à la banque et c'est toi, dans le fond, qui es en position de force. Et puis, l'attitude est importante. Ça fait partie, en fait, ça fait partie de tes atouts, de tes outils pour obtenir du financement. Est-ce que c'est ce que vous ressentez quand vous êtes face à un prêteur, quel qu'il soit, que vous soyez allé dans une institution financière? Comment vous vous êtes senti quand vous avez fait cette première approche-là? Sans crédibilité. Ah, OK. On se sent petit, peut-être, dans... On ne fait pas confiance, en fait, puis ça se ressent. Ouais. De notre côté, ce que je déplore aussi quand on rencontre, puis ça ne va pas s'améliorer nécessairement, c'est qu'on dirait qu'il y a des barèmes établis. On dirait que, donc, la personne qu'on rencontre n'est pas nécessairement la personne qui prend la décision. Tu sais, ils ont des beaux titres, des directeurs de compte, des directrices exécutives. Mais en bout de ligne, on dirait qu'ils rentrent quelques ratios, quelques chiffres d'un ordinateur. Puis si c'est vert, il va me donner une poignée de main. Si c'est rouge, ils vont dire, bien, on n'est pas la bonne personne. Est-ce que c'est ce qui se passe, c'est malheureusement un peu vrai, parce que c'est sûr que la mission d'une institution financière est différente d'un organisme socio-économique, où est-ce que la mission primordiale, c'est de faire des profits, tout comme une entreprise, en fait. Donc, dans cette optique-là, la rentabilité est très, très importante. Donc, il y a des critères moins souples, alors plus stricts. Et donc, on ne peut moins se permettre, surtout aujourd'hui, après la crise financière de 2008, on peut moins se permettre, les institutions financières, de faire des pertes. Alors, ce qui fait que le crédit s'est resserré beaucoup dans les dernières années, surtout avec l'accord de Bâle. C'est une entente, tu sais, les institutions financières sont réglementées, ce qui les oblige aujourd'hui à répondre à des critères très, très importants, des critères financiers. Mais là, attendez, là, je vais sursauter, là, ici. On ne peut pas se permettre de faire des pertes. Ne faisons-nous pas des milliards de dollars de profit chaque année dans ces institutions-là? Vous avez tout à fait raison. On est toujours surpris à chaque année d'entendre la quantité en fait, le volume de profit qui est réalisé par chacune de ces institutions-là. Mais on dirait que malgré tout, il y a une pression constante qui se fait ressentir. Qui vient d'où, cette pression? Mais moi, je dirais que la pression vient des actionnaires. La pression va venir de la concurrence. La pression vient du marché maintenant privé de plus en plus présent dans le marché du financement, de plus en plus d'institutions, d'anges financiers. Ça prend de l'ampleur, hein, c'est lucratif. On le voit avec nos institutions financières. C'est très lucratif que de faire du financement, et non pas de faire des pertes. Alors, visons, là, je parle au nom des institutions financières, peut-être, visons la rentabilité à tout prix. Donc, on se met des critères très, très serrés. Mais est-ce qu'il n'est pas rentable d'avoir, à un moment donné, une entreprise innovatrice qui ferait que, d'abord, nous nous démarquerions? Peut-être que, justement, les profits seraient peut-être extraordinaires. Oui, mais je pense que c'est peut-être une question de vision. Il faudrait avoir une vision, selon moi,
un peu plus missionnaire, voire plus à long terme, le fait que d'investir dans des entreprises, prendre plus de risques aujourd'hui, va stimuler l'entrepreneuriat qui va faire qu'il y aura de plus en plus d'entreprises et de plus en plus d'emplois et de rentabilité. Ça, c'est une économie qui est très stimulée là, par tous les acteurs économiques. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. On le voit dans d'autres secteurs comme les organisations socio-économiques vont le faire plus. Oui, parce qu'il faut venir pallier. Tout à l'heure, d'ailleurs. Vous allez nous expliquer comment vous fonctionnez. On va rester encore dans le milieu des banques et des investisseurs. Si des gens veulent... enfin, les actionnaires, de qui finalement les banques dépendent, d'après ce que je peux comprendre, n'y a-t-il pas façon d'avoir de créer une vision pour élargir son marché, non pas de rester peut-être toujours dans les mêmes créneaux gagnant-gagnant? Oui. En fait, on a une tendance, la nature humaine, d'aller dans ce qui est plus facile, ce qui est connu, ce qu'on connaît. Zone de confort. Dans nos zones de confort. Sécurité. Et puis, oui, aussi. Alors là, encore là, c'est quoi la mission? Quelle est la mission? Et puis souvent, c'est du très court terme. Alors, si ma mission à court terme est de rentabiliser, d'aller chercher le maximum de prêts et d'éviter les pertes à tout prix, bien, c'est sûr que je prends des décisions en conséquence. Par contre, moi, je me dis comment en arriver à aller au-delà de ça? C'est une conscientisation pour toutes les parties prenantes. Là, on part du gouvernement, où est-ce que je pense qu'il l'est de plus en plus. On commence à avoir de plus en plus... On parle beaucoup plus d'entrepreneuriat aujourd'hui, dans les différentes sphères du gouvernement, les différents paliers. Ça devient important. On reconnaît que c'est un moteur économique de plus en plus important. Donc, misons sur nos entreprises, amenons l'entrepreneuriat à l'école. Est-ce que ça va faire changer la donne du côté de l'institution financière? C'est beau le gouvernement, mais est-ce qu'il va y avoir des instructions de donner aux institutions financières ou on parle de deux mondes complètement différents et indépendants ici? C'est qu'il y aura toujours des actionnaires en bout de ligne. Tu sais, c'est encore là, quelle est en fait la mission ultime? Si c'est toujours la profitabilité, ça vient biaiser, en fait, la mission. Alors, on a Desjardins, par exemple, qui est une coopérative qui devrait avoir un peu plus cette conscience-là. Alors, j'espère qu'ils l'ont. Alors, donc, de favoriser davantage la mission, là, donc la stimulation là, de l'entrepreneuriat au Québec et puis d'aider ces entreprises-là. Donc, prendre un niveau de risque un peu plus élevé. Et je l'espère. Est-ce que c'est... J'ai un peu une perte de confiance sur l'ensemble des institutions financières. Peut-être qu'on va y arriver un jour, je l'espère. Puis ça serait en faisant des émissions comme ça, c'est en ayant un gouvernement de plus en plus impliqué, c'est en ayant des organisations socio-économiques qui vont mettre aussi de la pression. Je pense que c'est avec le temps qu'on va peut-être y arriver à comprendre que, je crois que toutes les nations du monde reconnaissent que l'entrepreneuriat qui est au cœur de l'économie, de l'évolution d'une économie. C'est ce qui fait qu'une économie est très stimulante et innovante aussi. Nous sommes, lorsque nous avons fait la dernière émission, nous avons parlé du livre Le Code Québec. Et parmi les 7 traits identitaires des Québécois, il y a beaucoup, évidemment, la créativité, l'innovation, l'originalité. Et ça, c'est reconnu à l'étranger même, dans divers domaines. Et par contre, d'un autre côté, nous semblons peut-être frileux par rapport aux risques. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous vous y prendre et à quel moment pour aller faire une deuxième demande, dans votre cas, par exemple, pour Neurochrono, dire, bon, OK, j'ai fait mes devoirs, je suis allée travailler, j'ai subvenu à mes besoins. Comment ça va se passer? Quand est-ce que vous allez aller faire ça? Ça va être quand le bon moment? Et avec quel argument? Est-ce qu'il y a un bon moment? J'en doute. On va y aller peut-être dans 1 an. On va se créer un rendement, on va se créer des états financiers solides pour leur présenter, en fait, pas juste des états financiers de prévision, mais ceux aussi dans le passé pour leur prouver qu'on a été capable de subvenir, dans le fond, à nos dépenses. Je pense que ça serait la meilleure solution. Mais si vous n'êtes pas à 100 dans votre entreprise parce que vous devez travailler à l'extérieur, y arriverez-vous pour dans 1 an d'être capable de... Probablement pas. Pas dans un si court temps. Et vous, de votre côté, vous vous êtes débrouillé tout seul, finalement? Oui. Moi, les banques, j'ai rayé ça
J'ai rayé ça de mon vocabulaire depuis le jour 1, quand on s'est fait refuser. Évidemment, on a eu besoin d'aide. Il y a eu d'autres sortes d'aides sporadiques, là, mais on a la croissance des 18 ans numériques ont été financés à même son propre fonds de roulement. Donc, ça a été le choix qu'on a décidé. Et pas plus tard que quelques mois, on demandait pour avoir une carte de crédit pour une de nos employés. Puis encore, il fallait que je mette ma maison personnelle en garantie après 18 ans d'opération pour une carte de 5 000 Fait que ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Moi, je pense, tant aussi longtemps que le gouvernement reste complice des banques, et tant aussi longtemps qu'ils ne légiféreront pas, et il y a une réglementation, les banques ils ont une charte fédérale, sont légiférées pour justement empêcher ces excès-là, qui est complètement ridicule, d'engranger des profits en si grand nombre que ça pour redistribuer cette richesse-là aux plus riches et ne pas permettre à des projets de voir le jour. Bien, ça fait qu'on va être une société qui va être pauvre. C'est une société qui n'est pas capable de faire démarrer une PME comme la mienne de façon intéressante. Et puis quand on dit qu'un entrepreneur, t'es bon, t'es un bon entrepreneur, moi je pense qu'il y a énormément de chance dans l'entrepreneuriat. C'est pas, il y a beaucoup de projets qui sont morts au feuilleton au Québec par faute de financement. Ces projets-là seraient peut-être des projets qui seraient à l'international. Ils disent que c'est le tiers des entreprises. Je lisais dans le journal que c'est le tiers des entreprises qui éprouvent énormément de difficultés à aller chercher du financement, et surtout la micro-entreprise comme la vôtre. Oui, comme Neurochrono, la micro-entreprise, il qualifiait que c'était 6 fois plus difficile que la PME là, d'aller chercher du financement. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de fonds de croissance. Et donc, pas de fonds de croissance, tu ne peux pas développer. Tu ne peux pas développer. Après ça, on se demande pourquoi les régions se vident. On se demande pourquoi que l'entrepreneurship est à la baisse. Bien, c'est tout ce genre de choses-là. Si on va tous travailler chez Bombardier demain matin parce que c'est une multinationale, ou CGI en informatique, bien, ça fait 2 grosses multinationales, mais il n'y a aucune créativité à ce niveau-là. C'est vraiment le nerf de la guerre. Hein, l'argent. Tu n'as pas le choix quand tu es entrepreneur. Tu as besoin d'argent. Puis tu en as besoin tout le long de ta carrière d'entrepreneur, même quand tu es très, très sain financièrement. Tu as toujours besoin de financement, de soutien. Mais malheureusement, là où tu en as le plus besoin, c'est au démarrage. Et c'est quand tu es une jeune entreprise, tu en as beaucoup besoin. J'ai l'impression aussi, comme vous disiez tantôt, qu'ils sont très frileux au risque. Nous, on nous demande de risquer beaucoup pour démarrer, mais eux ne sont pas prêts à mettre leur risque. Le risque n'est pas partagé, en fait, avec les risque zéro. Nous allons revenir après la pause. Madame Bolduc, à la SADC, que faites-vous donc de différent des institutions financières qui vous permettent, vous, de prêter? D'abord, à qui rendez-vous compte? Les banques rendent compte aux actionnaires. Vous rendez compte à qui? Nous, on a un conseil d'administration. Alors, toutes les SADC au Québec, c'est la même juridiction. Alors, on a un conseil d'administration et on a été créé avec l'aide du gouvernement du Canada, alors Développement économique Canada, il y a 32 ans. Okay. Alors, nous avons des contributions à chaque année pour nos fonds de fonctionnement et par la suite, bien, c'est notre propre portefeuille qui a fructifié d'année en année avec les mises de fonds qui ont été faites il y a 30 ans. Maintenant, c'est un portefeuille que l'on gère et que l'on prête à un niveau de risque plus élevé. Alors, je vous arrête ici pour reprendre une question. Oui. Si ça a été créé il y a 30 ans par le gouvernement canadien, il y avait de la vision pour l'entrepreneuriat. Oui, c'est un constat qu'il avait fait à l'époque là, sur le problème dans les régions, le problème sur, en fait, la difficulté des régions à stimuler l'entrepreneuriat, l'économie locale. Alors donc, il a proposé un programme via le programme de développement des collectivités. Ils ont dit, bon, regardez, on va demander aux régions qu'ils se créent une organisation socio-économique, donc un organisme à but non lucratif. On va l'en créer partout dans les régions, en dehors des grandes villes, et puis on va leur donner une somme d'argent initiale comme 1 million ou 1,5 million de dollars. Cette somme-là va leur servir à prêter. En retour, ils vont la prêter à des entrepreneurs et donc avec des taux, avec des modalités tout autres que celles des institutions financières. Donc, que vous allez nous expliquer. Oui, c'est ça. Donc, dans le but de stimuler, de les aider. Donc, c'est des exemples d'entrepreneurs qui vont être aidés.
Donc, le financement va être basé sur des critères différents. Et ce fonds de roulement qui vous a été alloué à l'époque, bon, vous avez réussi à créer votre propre fonds de roulement, c'est-à-dire à le faire fructifier, etc. Mais de nos jours, actuellement, est-ce que le gouvernement du Canada reconnaît toujours la pertinence des SADC Oui, beaucoup. des régions? Tout à fait, définitivement. Ça n'a jamais été remis en question. À tous les 5 ans, les contrats sont renouvelés d'emblée, peu importe le parti, à chaque fois. Oui, on a une très grande reconnaissance parce qu'on a un processus de réédition de comptes à chaque année qui démontre à quel point on a une rentabilité à ça. On a des résultats concrets. On a beaucoup d'entreprises qui ont été créées, beaucoup d'emplois qui ont été créés. Alors, je pense qu'on contribue énormément là, dans le développement économique de nos régions, avec l'aide des MRC aussi et de leurs propres organisations économiques. Et alors, ce fameux gouvernement, qui Oui. est toujours notre gouvernement, est-ce qu'il ne peut pas... Vous parliez de connivence tout à l'heure, Éric, avec les banques. Les gouvernements sont quand même de connivence avec les banques. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire... d'amalgamer cette vision, cette façon de faire? C'est pas encore arrivé, ça? Bien, en fait, Pour je pense sonner la cloche aux banques? Je crois qu'il y a un encouragement de la part des banques. Par exemple, la Banque de développement du Canada est aussi une organisation là, du gouvernement. Donc, alors oui, la BDC a des critères qui sont aussi différents, avec une ouverture un peu plus grande que celle des institutions financières, même si je ne suis pas experte là, au niveau des banques. Mais ça reste que oui, définitivement, il y a une conscientisation et c'est pour ça qu'on est là d'année en année et on vit et je crois qu'on a une perspective d'avenir qui est encore très forte. Le gouvernement est encore est beaucoup à l'écoute de nos demandes. Puis n'oubliez pas, on est des organisations indépendantes. Là. On n'est pas le gouvernement, on est une organisation, on est 67 au Québec. Donc 67 SADC. Oui, SADC et CAE. Oui, les centres d'aide aux entreprises, il y en a 10 et 57 SADC. Donc, c'est un beau regroupement au Québec d'organismes socio-économiques qui sont très impliqués dans leur communauté. Oui. Êtes-vous allé voir la BDC ou la SADC dans vos demandes de financement? Moi, oui. Oui, moi aussi. Nous aussi. Et? Oui, moi, ça a été la plus belle expérience que j'ai jamais eue, la BDC. Yes! Ah, d'accord. Oui. Nous, on a quand même eu une belle expérience dans le sens qu'ils nous ont aidés, ils nous ont guidés. OK. Mais on n'a pas eu d'aide financière avec eux non plus, dans le fond. Mais on vous a écouté, on a compris, on vous a encouragé peut-être à on persévérer. nous a guidés vraiment vers où aller, à qui demander, etc. D'accord. Moi, j'ai une belle anecdote par rapport à la BDC. La fois qu'on a fait affaire avec eux, c'est quand j'ai racheté mon partenaire. On était deux actionnaires au début de l'entreprise. Quand j'ai racheté mon ami Maxime, j'ai fait une demande à la BDC et à la Banque Royale, où mon entreprise a un compte de banque. Et par le temps que j'ai eu l'approbation de la BDC, le chèque déposé, le paiement des actions à Maxime, le fait qu'il soit parti d'entreprise, un mois après ça, j'ai eu la réponse de la Banque Royale qui refusait le prêt. Un mois après, puis il était déjà même pas à l'emploi de l'entreprise, Maxime. J'avais eu le temps de le racheter tout avec la BDC, alors qu'une banque traditionnelle avait pris tout ce temps-là pour une réponse négative. Donc, c'est incroyable parfois, mais que faites-vous de différent à la SADC quand arrivent des entrepreneurs dans votre bureau OK. qui vous font une demande? Bien, c'est définitivement différent parce que vraiment, notre objectif, c'est que c'est une opportunité qui arrive dans notre bureau. Donc, on a un projet d'entreprise. Ce n'est pas juste des démarrages, on a aussi des entreprises qui sont en fonction depuis plusieurs années aussi. Mais disons qu'alors, on a un projet d'affaires qui est là. Souvent, ils viennent nous voir parce qu'il y a eu des freins au niveau des institutions financières. Donc, ils viennent nous voir pour ces raisons-là. Alors, la façon d'aborder le projet, c'est d'écouter, c'est de lire le plan d'affaires quand il y en a un, puis c'est de prendre connaissance. C'est vraiment de s'imprégner puis devenir un complice de cet entrepreneur-là. Donc, tu as eu une difficulté au niveau de ton financement, je veux comprendre pourquoi. C'est quoi ton projet? Pourquoi tu veux faire ça? Comment tu vas t'y prendre? Puis c'est quoi tes différentes avenues? Pourquoi tu en es arrivé à ce projet-là? On veut vraiment, on s'imprègne du projet. Puis ça peut arriver de temps à autre, comme dans le projet, peut-être dans le projet Neurochrono, que je connais moins, mais probablement que dans certains cas, on va dire, écoute, je ne suis pas assez certaine, j'aimerais que tu travailles davantage tel aspect. Notre but, là,
en bout de ligne, il faut que ça fonctionne. Je veux que Donc, ça vous ne fermez fonctionne. pas les portes si ça ne convient pas. Ah, vous non, leur non. demandez d'aller faire certains devoirs et vous les guidez dans ces devoirs à faire. Tout à fait. S'il y a une Vous êtes- ouverture de la part vous de soutenez. l'entrepreneur, bien oui. Oui. Alors, le but, c'est ça. Alors, c'est jamais des noms catégoriques. Notre but, c'est vraiment d'amener le projet à un potentiel de viabilité certain. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va embarquer avec l'entrepreneur, puis on va financer jusqu'à 150, parfois 250 000 par entreprise. Mais alors oui, c'est un processus qui est plus long. C'est un processus qui demande des rencontres, plusieurs rencontres, visites d'entreprise. Comme je vous dis, Mais quand ça prend on veut... du temps, de toute façon, pour Oui. créer quelque chose. Ben oui, puis de comme... temps et d'énergie. Oui, puis comme et vous je la dis, mettez, on cette veut... énergie-là. On la met définitivement. On met entre 30 et 40 heures par projet. Alors donc, c'est de s'imprégner, c'est de comprendre le projet, vérifier aussi en même temps, est-ce qu'il y a un profil entrepreneurial, là? Est-ce que la personne a vraiment... Ça prend un profil. Tu sais, je racontais déjà l'histoire d'un ébéniste ou une pâtissière, par exemple, qui arrive chez nous, puis il adore, admettons, faire des meubles. C'est sa passion, puis au point qu'il décide d'en faire une entreprise. Alors, du jour au lendemain, bien, il faisait des meubles, il s'amusait, il les mettait sur le marché, un à la fois, ça allait. Mais là, tu dois en vivre, tu dois t'en faire un salaire. C'est différent. Maintenant, tu passes d'un métier d'ébéniste à un métier d'entrepreneur. C'est complètement deux choses. Hein? C'est deux choses. Maintenant, entrepreneur, tu ne peux plus que faire des meubles. Maintenant, tu dois faire des mises en marché. Hein? Maintenant, tu dois t'occuper de ta comptabilité, tes prévisions financières. Tu dois faire l'embauche de ressources humaines. Tu dois gérer tout ça. Puis le plus difficile, c'est d'aller vendre. Maintenant, tu dois prendre la route, là, puis tu dois développer des stratégies pour vendre ton entreprise. Alors, le pauvre ébéniste qui était si heureux, là, dans sa shop, là, avec son bois, maintenant, là, il ne fait plus ça. Puis on a vu des entrepreneurs revenir, hein, puis la larme à l'œil, puis j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et ça, c'est courant, c'est très, très courant. Donc, le métier ou le profil, c'est une chose, OK, c'est à vérifier. C'est ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on fait dès le départ avec une entreprise, un entrepreneur. Bien, Oui. c'est très louable. Oui. Nous allons venir dans un instant pour poursuivre la discussion. Madame Bolduc, à la SADC, on prend des risques. Lorsqu'on a des entrepreneurs devant nous, on fait Oui. certains devoirs, etc. Et là, quand on décide de prêter, vous prenez des risques Ah, sûrement. ben oui, tout à fait, on prend des risques. Des risques calculés? C'est des risques calculés, définitivement. C'est des risques calculés. À partir du moment où on croit au promoteur, donc l'entrepreneur, on y croit, que c'est clair qu'il a le profil entrepreneurial. Et si on croit au projet, c'est souvent tout à fait nouveau. Hein? C'est des projets qui vont sortir de l'ordinaire. Donc, vous n'avez pas peur de l'innovation? Ah non, on aime ça. Au contraire, on aime ça. On aime ça et on aime apprendre de ces innovations-là. C'est les entrepreneurs, ce sont nos experts. Donc, on essaie d'apprendre. Et puis, c'est là qu'embarque la mission. On se garde, j'y crois, bon entrepreneur, bon projet. Maintenant, il manque le financement. On va y aller. On y va. Alors, oui, définitivement. Avez-vous eu à regretter dans ce rôle de prêteur? Avez-vous déjà eu à regretter d'avoir financé des entrepreneurs? Est-ce que ça... Ben, en fait, c'est drôle, j'ai pas envie de dire que j'ai regretté parce qu'on a pris un risque, puis c'est un risque correct. C'était calculé. Curieusement, notre taux de perte est très bas, très, très bas. Et puis, qui équivaut à peu près à celui des institutions financières, curieusement, malgré le fait qu'on prend des entreprises qui sont considérées comme étant beaucoup plus à risque. Alors, pourquoi? Bien, c'est parce que je pense qu'on encadre le projet, on croit en l'entrepreneur, on le pousse à aller plus loin dans ses démarches, dans ses recherches. Il y a le financement, OK, qui vient avec. Et puis, par la suite, il y a un suivi. Il y a un suivi qui va se faire de notre part. Puis, mais tout ça, c'est qu'on fait confiance à l'entrepreneur. Là, j'aimerais bien comprendre une chose. Si vous prenez le temps de faire ceci, avec probablement un budget bien moindre que nos institutions financières, pourquoi, Oui, mais de l'autre attention. côté, ils ne le font pas? OK, mais attention, c'est parce que j'ai pas la même rentabilité, hein? Puis c'est pas notre mission à nous, là. Alors nous, quand je vous dis qu'on va mettre 30 heures, 40 heures dans un dossier, là, c'est courant. Alors imaginez si les institutions financières faisaient ça, ça serait pas rentable du tout. Alors un dossier, je connais pas leur Malgré les milliards de profits en bout de ligne?
Oui, mais disons que je crois qu'il y a un temps limite, certainement, à investir dans un dossier quand tu viens d'une institution financière, et c'est normal. Alors, tu ne peux pas te permettre de faire un accompagnement. C'est deux façons complètement différentes de traiter un dossier. Vous êtes plus personnalisé, l'autre est plus financier. C'est plus financier, strictement financier. Alors, nous, le financement vient systématiquement avec un accompagnement. Alors, c'est vraiment, on devient, quand on dit un partenaire, c'est un vrai partenaire d'affaires, là. Alors, c'est complètement différent. Alors, moi, à la fin de mon année, je n'ai pas de profit, je n'ai pas de perte non plus. Alors, on s'organise pour bien rentrer dans notre argent. Ce budget qui vous est alloué ou que vous avez créé, que vous avez fait fructifier, etc., je reprends encore une fois le côté des institutions financières, dans tous ces milliards de dollars de profits dont on se targue évidemment avec beaucoup de fierté, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un pourcentage alloué justement à des démarrages de jeunes entreprises et puis de se dire, bon, bien, on va faire nos devoirs pour... cette portion-là? Desjardins va le faire, par exemple. Encore là, je vous dis, je suis loin d'être une spécialiste des institutions financières, mais par contre, je sais, il y a des programmes qui existent comme Desjardins, qui ont des programmes jeunes promoteurs, Desjardins jeunes entrepreneurs plutôt. Alors, oui, il y en a des petits programmes comme ça, mais c'est sûr qu'on en aimerait tellement plus. On aimerait ne pas être les seuls à faire ça, à aider les entreprises, parce qu'on a quand même une quantité limitée d'entreprises qu'on peut aider. On en aide peut-être une quarantaine par année. Bien, c'est beaucoup. 40-45. C'est pas significatif, mettons. Oui. Oui, en fait. Oui, ce que eux, le bassin qu'ils peuvent avoir. Mais oui, c'est quand même une quarantaine d'entreprises. On prête à peu près 2 millions et demi par année. Donc... Quel est le ratio à peu près là, des quarantaine d'entreprises? Pour moi, ça me paraît quand même assez honorable comme chiffre, là. Est-ce que... Donc, ça n'arrête pas de créer, si je comprends bien? Oui, on ne parle pas juste de création, on parle aussi d'entreprises existantes là, qui ont quand même... ça pourrait être une entreprise comme celle d'Éric. Alors, oui, une quarantaine d'entreprises, j'en ai peut-être la moitié ou le tiers là, qui sont en création d'entreprise. Oui, puis d'ailleurs, on le valorise, la création d'entreprise. Chaque année, on fait un salon. Alors, on les aide. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour valoriser la création d'entreprise. Et puis, je pense que c'est à ça que ça tarde. Un salon en région? Oui, il y a un salon qui est organisé à chaque année là, en région, le Salon des nouvelles entreprises, qui permet aux entrepreneurs de leur donner un accès à un salon, donc de s'exposer, de prendre une table. Et on a 250 visiteurs, oui, qui viennent. Et puis, cette année, on va le faire encore au mois d'avril. C'est dans le cadre du défi aux entrepreneurs. D'ailleurs, Éric a été un gagnant. Hein? Il y a une dizaine d'années, oui, a été un gagnant de ce salon-là. Donc, c'est un défi aux entrepreneurs de venir finalement vendre leur idée, puis faire... C'est un beau tremplin. En avez-vous fait partie, vous, également? Ah, bien, vois-tu? Oui, on en a fait partie aussi. Est-ce que c'est un très beau projet, là. En région seulement? Oui. Chaque Bien, région? ça se fait partout au Québec, mais nous autres, c'est la SADC qui le tenons dans notre région. C'est probablement nous autres qui fait le plus gros événement au Québec. On en fait un événement de grande importance. On a décidé d'en faire un salon de créateurs d'entreprises pour valoriser ça. Ça aurait pu aussi permettre de créer des liens avec d'autres entrepreneurs, justement, qui se lançaient en affaires comme nous. On a rencontré d'autres entrepreneurs, puis on est comme, ils sont dans le même chose que nous, donc on pourrait faire affaire, on pourrait trouver... Dans le même milieu, disons. Oui, exactement. Est-ce que ça vous... Alors, à ce moment-là, ça, c'est très intéressant parce que dans ce salon-là, donc, vous avez dû vendre votre idée, faire valoir vos services, etc. Et les réactions étaient positives, donc... Très, très, très. Oui. C'est vraiment un test de marché qu'ils font. Hein? C'est un tremplin. Il y en a qui ne sont même pas partis en affaires. Ils sont sous forme de plan d'affaires seulement. Mais ils viennent exposer quand même, produits et services. Et puis là, tu reçois les commentaires. Hein? Comme ça, tu vois si oui, non. La réception. Tu vois plus la réception des gens par rapport au projet. Donc, c'est extrêmement positif, ça. Oui. Donc, que faudrait-il faire à ce moment-là? Si on regarde ça, moi, je trouve ça très intéressant. Que faudrait-il faire sur le plan peut-être un peu plus élargi, là, la grandeur de la province? Quelles actions devraient être posées d'un côté comme de l'autre, aussi bien du côté entrepreneurial que du côté des financières? Quel jeu là, devrait se jouer? Si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas gaiement en disant, bien, voyez-vous, il faudrait pas faire... Non, oui, bien, peut-être un partage, justement, comme on parlait tantôt. Ça pourrait être un tiers que c'est les investisseurs comme la FTQ ou des trucs comme ça. Il pourrait y avoir un tiers que c'est les compagnies qui réinvestissent des capitaux parce qu'ils en ont beaucoup. Ça pourrait être
familles qui sont fortunées, ça pourrait être tout mélangé comme ça. Créer un fonds que les gens sont capables de se dire que ça peut se perdre comme ça peut se quadrupler. C'est intéressant choses parce qui peuvent que, se faire. oui, beaucoup de Ouais. choses, vous allez nous dire, mais ce qui est intéressant, c'est que vous démarrez. Par contre, vous qui êtes vraiment en action depuis 18 ans maintenant, donc ça, c'est plein d'espoir pour vous, ça peut être une possibilité. Mais vous verriez ça comment à ce moment-là? Que faudrait-il innover avant que vous vous en alliez ailleurs? On veut vous garder chez nous? Regardez, lui, là. Oui, oui. Non, ben, il y a deux concepts là-dedans. Si je prends le concept de la région, c'est sûr que quand on est comme dans les pays d'en haut, que l'entreprise est établie, moi, je pense qu'on ne fait pas assez de place aux entreprises qui sont là, les entreprises qui performent, les entreprises en démarrage. Tu sais, moi, on se rencontre la première fois aujourd'hui, là, tu sais, puis, tu sais, je trouve son projet intéressant, son parcours intéressant. Ça, moi, c'est des choses qui m'allument parce que c'est l'avenir, ça. C'est à chaque jour, si on sème une graine puis qu'elle pousse, bien, tant mieux, ça va faire de la région mieux. Mais ce qu'on voit, malheureusement, c'est pas ça. Ce qu'on voit, c'est beaucoup plus axé vers encore le fameux terme des chambres de commerce, ce genre de choses-là. Tu sais, pour la région, l'entrepreneuriat, c'est la chambre de commerce. Tu sais. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas juste des chambres de commerce, il y a des entreprises. Il y a pas, quand on a cédé les droits de la Roland au groupe Malouf, on venait de tuer le seul et unique parc industriel de la MRC des Laurentides. Plus que de la MRC des Pays d'en haut. Donc, on ne peut même plus attirer au niveau du schéma de la MRC des entreprises qui ne sont pas du domaine récro-touristique ou des restaurants ou des hôtels. Tu sais. Fait que quand on parle d'entrepreneuriat, on a cette réalité-là qu'il faut faire face puis qu'il faut essayer de ramener ça. C'est ça qui nous a créé ici, la région. C'est des entreprises papetières, des entreprises dans le domaine du bois. Là, on est revenu comme une espèce de retour en arrière où on ne valorise pas ça. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il n'y a pas d'entreprise. Puis les jeunes qui étudient ici, ils s'en vont ailleurs. Parce qu'ils ne veulent pas nécessairement travailler dans les monts de pente au Mont-Saint-Sauveur ou travailler dans le restaurant. Ce n'est pas tout le monde qui sont voués à faire ça. Et ça, bien, nous, comme entrepreneurs, bien, c'est dur d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, il y a un tout, il faut se questionner. Puis ça, bien, on ne le fait pas dans la région. Ça, c'est définitif. Et vous, Mme malheureusement Bolduc, vrai. que devrions-nous faire à ce moment-là pour tenter d'ouvrir les portes, non seulement, bon, à ce moment-là, dans nos régions un peu plus largement, mais également sur le plan du gouvernement et des financières? Par rapport à ce que vous dites, Oui. C'est une prise de conscience importante qui se fait, je crois, en ce moment, depuis quelques années à peine, mais de plus en plus, on commence à l'entendre de plus en plus. C'est pas toutes les MRC, peut-être, ça se dévoile pas peut-être au niveau de toutes les MRC, mais je pense qu'il y a une conscientisation à se faire entre nous sur l'importance de l'entrepreneuriat dans nos communautés, à quel point ça peut être un moteur économique important, créateur d'emplois, naturellement créateur de toute une vie, toute une société innovante passe par l'entrepreneuriat. Et puis, si on ne comprend pas ça, bien, il n'y a pas de plans stratégiques qui sont montés en conséquence, il n'y a pas d'actions qui sont faites, il n'y a pas de décisions qui sont prises. On parlait du Conseil des maires, partout, c'est important. Nous, on a un rôle à jouer. Les municipalités ont un rôle à jouer, les MRC, le gouvernement. Je pense que le gouvernement est en train d'emboîter un pas quand même assez intéressant, autant les deux paliers de gouvernement, mais maintenant, il faut que ça continue. Il faut pousser davantage, selon moi. Il faut, oui, peut-être réglementer au niveau des institutions financières, donner des obligations. Et puis, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup à faire. On le voit, nous, il y a beaucoup de choses à faire pour stimuler l'entrepreneuriat. On fait plein de petites actions. On ne peut pas être seul à le faire. Donc, il y a des MRC qui sont très, très fortes au niveau de la stimulation économique. Il y en a d'autres qui le sont moins. Alors, donc, il y a peut-être des exemples à prendre l'une envers l'autre. Au risque de perdre à ce moment-là de précieux entrepreneurs. Oui. Ah oui, puis ça, c'est un sujet hyper important. Vous devriez en faire une émission juste là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une région pour stimuler l'économie? Il y a beaucoup à faire, puis il y a des beaux exemples au Québec qu'on pourrait aller chercher puis importer ici. On va en prendre note. Oui. Si je vous demandais à chacun un mot de la fin, dans tout ce dossier-là d'espoir, finalement, de changement, un vent de changement, un vent de soutien. Si je vous demandais un mot de la fin, quel serait-il?
Qui va en premier? Je peux peut-être y aller. Je trouve que l'entrepreneuriat prend une ampleur qui est intéressante. L'entrepreneur, maintenant, devient de plus en plus reconnu comme étant un métier de plus en plus noble, alors qui est enseigné, qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est un métier qui est extraordinaire, qui peut t'amener à faire un paquet de choses, à créer. Et puis, je crois que ça devient de plus en plus reconnu maintenant. Il faut tout le monde y mettre la main et aider ces entreprises-là maintenant. C'est ce qu'on appelle stimuler, là. Alors, pour moi, et ce que je dirais à l'entrepreneur aujourd'hui, devant toutes ces difficultés là, qu'on a entendues, l'entrepreneur se doit d'être encore plus solide qu'ailleurs, malheureusement. Donc, d'arriver préparé, connaître bien son projet, vraiment de le maîtriser. Ça demande à l'entrepreneur d'être solide, d'être très, très solide quand il va rencontrer une institution financière. Peut-être avec votre aide aussi? Ah, avec plaisir. Avec plaisir. C'est très accueillant, ça. C'est très accueillant. Moi, j'irais avec de passer à l'action, d'arrêter de dire, de passer à l'action, autant pour les entrepreneurs que pour les institutions. Et de ne pas avoir peur de l'échec, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, on voit ça comme un point de non-retour, quand c'est un incontournable dans l'entrepreneuriat, autant que aussi dans les institutions financières, il faut foncer. Donc, j'irais dans ce sens-là. De passer à l'action, pas avoir peur. Vous êtes bienveillante, Annie-Claude, bravo. Et vous, Éric? Ben, moi, je pense que dès l'instant où quelqu'un a une idée et que cette idée-là lui est chère, il n'y a rien qui peut empêcher cette personne-là il n'y a rien qui devrait empêcher cette personne-là de concrétiser son idée. Parfois, c'est plus long d'aller au point A, au point B. On aimerait tout aller en ligne droite, c'est beaucoup plus rapide. Malheureusement, ce n'est pas la réalité, mais on se rend quand même au point B quand il faut aller au point B. Puis même si les banques ou les institutions financières ou ça ne sont pas nécessairement les plus réceptives présentement, il va y avoir tout le temps avoir quelqu'un qui va quand même être capable d'aider pour réussir, dans le fond, à accomplir ton idée, dans le fond. Ouais. Persévérance. Persévérance, c'est ça. Ouais. Confiance, persévérance. Merci de ces bons mots. C'est déjà la fin de notre émission. On termine sur des mots vraiment pleins d'espoir, laquelle, j'espère, vous a permis une réflexion sur le sujet. Vous voulez réagir à nos propos, partager votre opinion ou faire des commentaires ou encore apporter des suggestions? Écrivez-nous à l'adresse affichée à l'écran. Merci à mes invités, vraiment, Merci. chacun d'entre vous. Merci d'avoir partagé leur vécu et leur opinion sur le sujet. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine émission.